Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi, dans l'espoir de leur apporter une petite bulle de réconfort. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast aux côtés d'Elsa Doll en charge de la technique. Vous le savez, un podcast ne peut briller qu'avec votre soutien. Alors si le cœur vous en dit, c'est le bon moment d'appuyer sur pause et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui envoyer le signal que ce podcast mérite d'être mis en avant. Ce mois de juin nous invite à célébrer les parents. Alors, j'ai eu à cœur de mettre en lumière ceux qui ont perdu l'un, l'autre ou même les deux leurs. Vous entendrez donc une série de témoignages de personnes touchées par cette épreuve à la fin de l'adolescence ou à l'âge adulte. Une prochaine série sera consacrée plus spécifiquement à la perte d'un ou des deux parents dans l'enfance, pour que, comme toujours, chacun puisse trouver résonance avec son propre vécu par ici. Je vous souhaite une belle écoute. Donc moi c'est Aurélie, j'ai 28 ans, j'ai 3 enfants, 3 garçons. Et puis je suis éducatrice sociale, je suis également doula, accompagnante à la naissance et médiatrice. Alors mon papa, il s'appelle Tiziano, il est italien, il vient du nord de l'Italie, de deux parents qui ont immigré au début de l'âge adulte. Donc les parents de mon papa, je les prénomme Nono et Nonna, comme en Italie. Ils savaient le français, mais très peu. Ils ne savaient pas l'écrire. Et puis mon papa a grandi donc en Suisse, mais dans un contexte d'immigration où en plus, voilà, les Italiens à cette période-là étaient plutôt malvenus. Il a grandi avec 2 grands frères. Donc, mon nono et ma nonna, on travaillait beaucoup, étaient finalement très peu présents parce que complètement déconnectés aussi d'une certaine réalité ici en Suisse et avec la difficulté du langage en plus. Donc, ils ont vraiment grandi avec rien. À l'école, il a très bien réussi son école et ensuite il a fait un apprentissage. Et puis ensuite, il a terminé dans les assurances où il y est resté toute sa vie, où il y en a fait un peu qu'à sa tête. Il travaillait chez lui comme lui l'entendait et puis comme il faisait des très bons chiffres, et en gros personne ne l'embêtait trop. Donc voilà, il a grimpé comme ça quoi, en partant de rien, pour finir à très 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 bien réussir sa vie, si on peut dire ça comme ça financièrement, à avoir sa famille et à se créer en fait ce qu'il souhaitait quoi. Et mon papa et ma maman ont eu 3 enfants. Donc moi il m'a eu à l'âge de 23 ans, ma sœur à 24 et puis mon frère est venu nous rejoindre 6 ans plus tard. Et mon papa est décédé à 48 ans. Je suis toujours frustrée parce que quand je dois décrire qui était mon père, voilà, j'arrive pas à le traduire en mots. Mon papa, si je dois faire un très gros résumé, c'est une personne qui rayonnait partout où il allait. Il attirait les gens, quoi. Il connaissait des tas et des tas et des tas de gens de toutes strates, de tout statut social. Et je trouvais ça très pénible parce qu'on pouvait aller nulle part, mais même, voilà, dans d'autres pays, on avait toujours droit à Hey, salut Titi! Et on se dit, ah non, c'est pas vrai. C'était quelqu'un qui était profondément humain, profondément gentil, bienveillant, drôle. Et moi, j'ai vu évoluer un homme à travers mon regard d'enfant, puis d'adolescente, puis d'adulte, qui a évolué, mais qui finalement est toujours resté fidèle à lui-même, qui parlait avec des gens de renommée, des gens très connus, à qui il parlait de la même manière que à la personne sans domicile fixe dans la rue. Voilà, il faisait pas de différence, il était exactement et tout le temps partout le même. Et je trouvais ça beau, et puis je sais pas comment expliquer. Mon papa brillait partout, quoi.
Mon papa, c'était quelqu'un de fou. J'ai des souvenirs d'enfance où il invitait ses copains à la maison et où c'était une fiesta pas possible. Il y avait la musique à fond, de la musique italienne. J'ai des souvenirs où il prenait des bombes de crème à chantilly qui sprayaient au plafond et qu'il attendait que ça tombe et des moments où il nous prenait, il nous faisait voler dans les airs. Il était capable de se mettre à danser dans la rue et à chanter. Ça, c'était mon papa. C'est mon papa qui tout d'un coup décidait de monter sur les tables, puis de danser, et puis de se déguiser, et puis enfin voilà. Mais il y a aussi l'envers du décor. Souvent, les gens, ils croient que je m'en rappelle pas. Mais si. C'est aussi quelqu'un qui était extrêmement anxieux, extrêmement nerveux, qui était maladivement exigeant envers lui-même, mais aussi envers sa famille, envers nous. Même s'il était fier, même si... Enfin voilà, il y avait quand même toujours quelque chose d'inatteignable un peu. Et puis ça, c'est quelque chose qui l'a rongé, je crois que je pourrais dire qu'il a rongé toute sa vie, oui. Peur de beaucoup de choses aussi, de pas avoir assez, de qu'il arrive quelque chose. Donc il avait des phases où comme ça, où il était extrêmement bien, etc. Et puis d'autres où c'était des phases qui étaient vraiment bien plus compliquées, où on avait quelqu'un qui était en souci. Enfin, c'était plus que du souci, qui était angoissé en permanence. Un père qui était en même temps très sanguin et très colérique, comme ça, qui était complètement happé par ses émotions. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Il y avait une pureté peut-être dans toutes les gammes d'émotions, mais qui était pure et instinctive. Puis une folie en fait de vivre avec aucune barrière, aucune limite, sans filtre. Mon papa, il était sans filtre. Alors ma relation avec mon papa, encore une fois, pour moi, elle est très particulière et très difficile à mettre en mots. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui nous liaient, où il n'y a pas de mots qui existent pour décrire. Selon ma maman, déjà à peu près vers l'âge de mes 6 mois, quand mon papa partait, je hurlais. Plus tard, dans mon enfance, mais finalement pas si tard que ça, moi j'ai déjà des souvenirs très très jeunes, hein, très très jeunes. Je ressentais quand mon papa partait, un déchirement. Si je dois essayer de mettre ça en mots, je crois que ce serait ça. Ce serait vraiment un déchirement avec aucune rationalité là-dedans, parce que finalement, il partait au travail et j'ai le sentiment, en tout cas le souvenir de comprendre ça, qu'il partait pour travailler, que c'était pas un abandon, que c'était pas... Mais j'avais une angoisse, une peur viscérale vraiment. Et je me souviens être tombée dans les pommes aussi quand mon papa partait, où j'ai déjà les premiers souvenirs, comme mon papa rentrait très très tard du travail, hein. Je devais aller me coucher et pour moi la nuit a toujours été compliquée, encore maintenant. Et j'ai ma maman qui me disait, non mais Aurélie, tu attends pas papa avant de dormir. Oui, oui. Et quand j'entendais la poignée se baisser et tac, la porte qui s'ouvrait, ça faisait ni une ni deux. Et je peux vous le dire, ce que vous allez entendre là, c'est exactement la même intonation que quand j'étais enfant. C'était vraiment le papa, tu viens me dire bonne nuit. Et puis, à l'adolescence, pas simple parce que j'ai commencé à grandir, à vouloir sortir. Je vous laisse imaginer qu'avec un papa italien, il y a certains clichés dont on faisait bien partie. Donc, j'avais pas le droit de sortir. Les premières fois où j'avais le droit de sortir, je pense que j'avais 16 ans et demi. J'ai eu le droit de sortir, je m'en souviendrai encore toute ma vie quand ils m'ont dit oui, oui, tu peux sortir. Et je me suis dit, alléluia, c'est bon, c'est le début de ma vie. Et tu rentres à 22 heures. Hein? Non mais le bar, il ouvre à 22 heures. Ah bon? Ah bah tant pis, tu restes à la maison. Voilà, ça a été voilà les premiers amours où mon papa acceptait pas, où c'était compliqué quoi de laisser de la place à un autre homme. Il a toujours été extrêmement protecteur. Et puis, d'un autre côté, des discussions qui sont de plus en plus d'adulte à adulte, avec un partage, un début de partage sur des choses que je pouvais vivre, des sensibilités que je pouvais vivre et traverser, que j'avais le sentiment d'être seule à connaître, où j'ai petit à petit commencé à m'en ouvrir à mon papa, et où je retrouvais finalement beaucoup de mes fonctionnements et puis de ma manière de comprendre et d'aborder le monde de la même manière que lui. Parce que je suis aussi une personne qui suis extrêmement angoissée, qui suis extrêmement anxieuse. J'appelle ça mon monstre, en fait. C'est mon monstre qui est là, un peu tapis dans l'ombre. Et puis il y a des fois où il prend pas trop de place, puis il y a des fois où il prend énormément de place. Il y a quelque chose de beau qui a commencé aussi à se construire. Quand je suis partie de chez mes parents, j'ai découvert une relation que j'estimais saine avec mes parents.
Et j'ai trouvé tellement beau de découvrir ça, de découvrir cette relation un peu plus d'adulte à adulte, en gardant aussi bien sûr une position d'enfant, mais c'était tellement plus serein et plus doux que pour rien au monde je serais retournée rien que pour conserver ça en fait. Ma relation avec lui, bah, elle a atteint son paroxysme à ce moment-là, je trouve vraiment quand je suis devenue adulte. J'ai dit des choses dans des moments de vie que je traversais qui étaient difficiles et puis je me disais mais ça je peux pas raconter ça à mon père quand même, et puis en même temps bah, il fallait bien que je puisse le dire à quelqu'un, et puis comme on partageait cette extrême perception du monde, en même temps il y avait que lui qui pouvait comprendre, et en fait il a réussi à acquérir des choses. Je me suis dit mais je vais lui dire, mais je vais me faire démonter la tête. Mais non. Et lui, il a pu me partager aussi des choses qu'il n'avait pas dites à très peu de gens, voire à personne. Et c'était tellement précieux pour moi. Ou si mon papa m'avait dit, ça, c'est non, c'est pas possible, j'aurais pas pu le faire. Alors, je l'aurais traité de tous les noms, je l'aurais détesté, mais j'aurais pas pu. J'étais incapable d'aller à l'encontre de mes parents, mais de mon père encore plus. Il y a quelque chose où je me retrouve systématiquement quand même dans le rôle de petite fille. D'ailleurs, en fait, j'ai toujours pas l'impression d'être une femme. Alors oui, je suis mariée, j'ai des enfants, je fais tout ce qu'une femme et un adulte ferait, mais je suis toujours, et je crois que je resterai toujours la fille de Titi. Et j'ai toujours grandi au travers de son regard. Toujours. Mon papa, il appelait ma nonna 15 fois par jour. Sans exagération, vraiment, hein, tout le temps, à tout bout de champ, aux toilettes, sur la route, n'importe quand, pour ne rien se dire. Et en fait, nous, on a un peu reproduit ce schéma-là, alors pas à cette fréquence-là, mais on s'appelait plusieurs fois par jour, 2, 3 fois par jour, quand il était en route. Enfin voilà, on s'écrivait des messages pour rien se dire forcément, mais juste un petit mot, un petit je t'aime, t'es où, tu fais quoi. Et puis ça, depuis l'enfance, je lui demandais de systématiquement m'écrire un message quand il rentrait à la maison, puisqu'il était toute la journée sur la route, il était épuisé. Bien souvent, il oubliait et j'étais capable d'appeler à 2 heures du matin sur son portable, s'il répondait pas sur le portable de ma mère, si elle répondait pas sur le fixe. Et quand il répondait et je lui disais, bah, tu m'as pas écrit de message, mais c'est 2 heures du matin, ça va pas, faut que t'arrêtes, hein. Et puis je disais, oui, oui, bah, d'accord, faut que j'arrête. T'es rentrée? Oui, je suis rentrée. Ok, super, bonne nuit. Et voilà, ça a toujours été ça. Maintenant, avec mon chemin de deuil et tout ce que ça a généré chez moi, je me rends compte que ça a été toute ma vie quelque chose que j'ai porté, la peur de perdre mon père. Ça a toujours été présent en moi, très fort. Le 3 juin 2017, à ce moment-là, moi, je suis maman déjà de mon aîné, Elio, qui a bientôt 18 mois, dont mon papa est évidemment franc fou. Et mon papa se trouve donc avec ma maman à Annecy, comme à peu près chaque week-end. Mon papa, c'est quelqu'un qui a une vie quand même particulière, pour tout un tas de raisons, mais à l'âge de 2 ans environ, il s'est fait tirer dessus. Et il avait les intestins qui ont été extrêmement gravement touchés et plus de rate. Et il était quand même souvent malade. Et ce week-end-là, eh ben, j'appelle ma maman ou j'appelle mon papa, il répond pas. Et j'appelle du coup ma maman qui me dit, ah bah papa, il est malade. Voilà, il s'est encore une fois exposé au soleil à non plus finir, parce qu'en étant italien, on se met à fond au soleil et avec la graisse. Et puis quand on est bien cramé, on estime qu'on est beau et bronzé. On a beau eu l'engueuler toute notre vie, rien n'y fait. Puis voilà, le soir, la nuit, il est malade, quoi. Des symptômes de gastro, puis bah, ma maman lui dit, bah voilà, encore une fois, t'as trop pris le soleil, tu fais une insolation. T'es énervant, t'es pénible. Donc voilà, ma maman bah, va à la pharmacie, lui donne des trucs pour le soulager, et puis bah, ma foi. Et voilà, il se passe une nuit comme ça, et une journée, je crois. Du coup, j'ai pas mon papa au téléphone parce qu'il dort. Par contre, le soir, en fin de journée, vers 20h30, je lui envoie des photos de mon fils en train de manger un énorme morceau de pastèque au soleil chez nous. Et je lui écris un petit mot, quoi. Et je vais me coucher. Mon attel est sous mode avion, celui de mon mari aussi, ce qu'on fait finalement très rarement, mais que ces derniers temps, à cette période-là, on faisait beaucoup. Et le matin, mon mari se lève pour notre fils, donc tôt le matin. Et il vient me réveiller et là, je vois qu'il y a quelque chose qui joue pas. Donc tout de suite, je me réveille un peu en catastrophe. Et il me dit, il y a ta mère, il faut que tu rappelles ta mère.
Et là, voilà, je sors du sommeil, je sais pas trop où je suis. Bon, je comprends qu'il y a un truc qui se passe. Je sais que ma maman, elle appelle pas comme ça, que mon mari vient pas me réveiller comme ça. Donc, je sais qu'il se passe quelque chose, mais je sais pas trop quoi. Donc, j'appelle ma mère, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, moi, je suis sur le canapé dans mon salon et elle me dit, est-ce que tu es assise? Assieds-toi. Et je dis, oui, je suis assise, mais est-ce que tu es assise? Et puis, je crois qu'elle me le répète plusieurs fois. Et là, je lui dis, mais oui, 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 je suis assise, qu'est-ce qui se passe? Et bon, là, je m'attends évidemment à une mauvaise nouvelle. J'imagine quelque chose à mes grands-parents, voilà. Mais pas une seule seconde, j'imagine ce qu'elle va m'annoncer. Et là, elle me dit, Aurélie, papa est décédé. Et là, je meurs. Je meurs. Il n'y a pas d'autre mot en fait. À l'intérieur de moi, ça explose, ça se noie, ça se désintègre. Oh, ouais, j'ai mon monde qui s'ouvre sous mes pieds et là, c'est une descente sans fond. C'est une descente et je descends et je descends et je descends et ça s'arrête pas. Et tout d'abord, je lui dis mais non, maman, arrête, c'est pas drôle. Puis elle me dit non, Aurélie, écoute, papa est décédé cette nuit. Et là, je lui répète en boucle, arrête, maman, c'est pas drôle. Et je rigole. Et je rigole et je dis, arrête, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Et puis il me dit, non, c'est pas une blague. Et là, je lui raccroche au nez, j'appelle mon papa et répondeur et je rappelle et je rappelle et je rappelle et je rappelle jusqu'à ce que ma mère réponde sur le téléphone de mon papa. Et là, c'est un peu flou parce que ça reste encore un traumatisme que j'arrive pas encore à travailler. Et je crois que je raccroche et là, je hurle. Et en fait, je pousse un hurlement. C'est un cri comme j'ai jamais entendu. J'ai accouché 3 fois. J'ai vécu des choses aussi difficiles, mais le cri que j'ai poussé ce matin-là, c'est quelque chose qui va m'habiter et qui va résonner toute ma vie. C'était pas humain, c'était pas humain en fait, c'était pas humain. Et à partir de là, c'est un peu le flou. Je fais des crises d'angoisse, je m'évanouis. Et en même temps, il y a mon fils qui est là, qui comprend rien. Et là, j'essaye de contenir un petit peu ce qui est en train d'exploser à l'intérieur de moi. Je suis en train de monter à la Vallée de Joux en voiture et là, j'ai plus mon fils. Et là, je sens que, en fait, je pars. Je décompense. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est qu'ayant travaillé avec des personnes à troubles psy, je suis bien au fait de ces mécanismes. Et puis, j'ai eu le réflexe de dire à mon mari, ça va pas, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Et à partir de là, j'ai lâché. Donc, je répétais en boucle, un dit mon papa, c'est pas vrai, t'es pas mort, un dit mon petit papa, c'est pas vrai, t'es pas mort. Et j'ai répété ça pendant tout le trajet, en fait. J'avais les yeux fermés et je me souviens être incapable de les ouvrir. C'était impossible. J'étais partie très loin. J'étais en crise de tétanie, donc mon corps, il était crispé. J'avais les doigts en crochet. Enfin, je pouvais plus bouger. En fait, mon corps, c'était devenu de la pierre. J'ai le souvenir d'avoir entendu mon mari me parler, mais de très très loin. Et après, le souvenir que j'ai, c'est d'arriver à l'hôpital. Pourtant, je voyais rien, hein, mais je pense que de par les discours, je comprenais un peu où on était. Ils m'ont mis sur une chaise roulante. Et puis, ben, c'était à l'hôpital de la Vallée de Joux, où tout le monde connaît mon papa. Donc, ils m'emmènent aux urgences. Et puis, bah là, pas de chance pour moi, je tombe sur la cousine de ma maman, qui est urgentiste et qui connaît du coup très très bien la famille et qui apprend le décès de mon papa comme ça. Donc, c'est un choc pour elle. Elle a fait comme elle a pu sur le moment en apprenant une nouvelle qui l'a choquée et bouleversée elle aussi. Elle m'a installée sur le lit et puis là, ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, elle m'a, avec ses doigts, écarquillé les paupières. Et là, elle m'a dit plusieurs fois, Aurélie, il faut que tu m'écoutes maintenant. Il faut que tu comprennes, ton père, il est mort. Aurélie, maintenant, il faut que tu comprennes, ton père, il est mort. Et elle a répété ça plusieurs fois. Et là, dans ma tête, je pense que j'ai eu un réflexe qui m'a sauvée, c'est que en fait c'était d'une telle violence psychiquement que je me suis dit ok, soit tu continues à entendre ça et le peu qui reste de toi part définitivement et tu ne pourras jamais revenir, ou tu dis ceci, tu reviens, tu fais ce qu'on attend de toi et tu n'entends plus ces phrases qui sont destructrices au possible et tu coupes ça pour te préserver. Donc j'ai fait ce qu'ils attendaient de moi, j'ai rouvert les yeux, ils m'ont donné un médicament, 2 médicaments pour me calmer et me détendre. Et puis après, ben voilà, il y avait mon mari, il y avait mon oncle et ma tante qui, eux, étaient en état de choc aussi, qui ont été récupérés ma maman à Annecy. Enfin voilà, ils étaient dans un état
Et puis là, ils m'ont dit qu'il fallait que je me reprenne, que je pouvais pas arriver dans cet état devant ma mère. Et il a fallu que je fasse ça. Il a fallu que je me reprenne parce que j'avais pas le droit d'arriver dans cet état devant ma mère. Donc voilà, on se retrouve tous chez ma maman. Et là, il y a un peu le monde qui défile. Il y a mon oncle et ma tante qui sont là. Et puis ensuite, mon autre oncle et mon autre tante. Et puis là, on vit, en fait, je peux pas trop décrire autrement que dans un sacré bordel parce que mon papa connaissait énormément de gens. Donc là, on doit se charger d'appeler et d'informer tous ces gens. Je pense sincèrement qu'on en a fait entre 100 et 150 de coups de fil. Et c'est sans cesse des choses, répéter cette phrase, non, voilà, on t'annonce que papa est décédé. On est face à l'incompréhension, à la douleur des gens qui est bien légitime, mais qui est inentendable pour nous. On n'a déjà pas compris, en fait. Et puis, là, s'ensuit alors l'horreur par-dessus l'horreur, en fait. Parce que comme mon papa est décédé à Annecy, qu'il y a eu une enquête, donc ma mère a dû retourner à Annecy pour être interrogée. Parce que comme c'était une mort suspecte, elle a été suspectée, hein, en fait, c'est une réalité. Donc elle a été interrogée pendant 2 heures d'une manière ultra musclée. Donc voilà, elle se prend ça encore dans les dents. Le corps de mon père est d'abord transféré à Annecy, puis ensuite à Grenoble pour l'autopsie. Bon, l'autopsie se fait. Après plusieurs jours, on nous dit que, voilà, c'est bon, ils ont prélevé ce qu'il y avait à prélever. Il est à des pompes funèbres dans un village à côté d'Annecy. Puis là, pendant tout ce temps-là, il se passe des jours quand même, quoi. Donc pendant ces jours-là, on contacte un ami qui est pompe funèbre, on lui explique ce qui se passe, qui était aussi un ami de mon papa. Donc il apprend la nouvelle, il est aussi dans l'état qu'il est. Il est d'accord quand même de s'occuper du corps de notre papa parce que pour nous c'était très important. Pour nous, c'était évident qu'on allait l'incinérer et puis qu'on allait répandre ses cendres et planter un arbre, et puis que ce serait un arbre où on se retrouverait autour de la vie, en fait, où on irait pique-niquer, où on irait camper, où on irait... voilà. Pour finir, on a un coup de téléphone de la procureure, pas elle-même, hein, évidemment, mais qui nous dit qu'en fait, vu que l'autopsie est en cours, on ne peut pas incinérer notre papa et donc on devra l'enterrer. Donc là, c'est un coup de massue pour nous parce qu'on s'imagine absolument pas l'enterrer. Mon papa était quand même pas hyper à l'aise dans les endroits fermés. Ça faisait absolument aucun sens pour nous de le mettre au cimetière. On se voyait pas du tout aller pique-niquer sur la tombe de mon père. Il y avait rien de cohérent pour nous là-dedans. Et ça a été extrêmement difficile. Ça a été un nouveau coup. Et puis bon, là, la secrétaire nous a gentiment dit mais enfin, quand l'autopsie sera finie, vous aurez qu'à l'inhumer. Donc voilà, là pour nous c'est de nouveau un choc quoi, parce que vraiment c'est pas du tout quelque chose qui nous parle, mais pas du tout. Donc on est beau mal avec ça. Parallèlement à ça, on essaye d'avoir des nouvelles des pompes funèbres parce que moi je suis déjà aussi en train de dire à ma maman ça fait 6 jours si on va aller voir le corps. Après on pourra plus. Puis où je dois lui expliquer que en fait c'est le dernier moment quoi, parce que après il va commencer à se décomposer, que là déjà probablement il est en train de cyanoser, donc on a dû se déplacer, faire 2 heures de route pour aller. Entre-temps pour avoir les pompes funèbres au téléphone, c'était une galère pas possible. Tout était compliqué avec eux, au point qu'à un moment donné ils nous ont dit que si on continuait à les appeler, ils déposaient le corps de notre père sur le trottoir. Là, je pense qu'ils ont vraiment eu de la chance que je sois pas à côté parce que sincèrement, je pense que j'aurais pu les frapper. Donc voilà, on a été voir aussi mon papa. Ça a été encore un autre choc où en fait, quand je l'ai vu, j'ai ouvert la porte. Je suis ressortie droit derrière parce qu'en fait, je comprenais pas qu'il pouvait être mort en fait. Mon papa adorait les fringues, un grand malade de fringues. Donc, on l'avait habillé avec ses habits préférés parmi la trois demi-douzaine de tonnes d'habits qu'il avait. Notre ami des pompes funèbres l'avait coiffé à la manière qu'il aimait avec sa petite mèche, là, parce qu'il était très pénible avec sa petite mèche. Mais de le voir, c'était lui et en même temps, c'était pas lui. Et c'est la première fois que j'ai été confrontée, pas à un mort, mais c'est la première fois que j'ai été confrontée au fait que c'était lui et c'était plus lui, quoi. L'essence de qui il était n'était plus là. Et j'ai dû demander, et là, je crois que mon mari ne se rend pas compte à quel point il a fait la plus belle chose qu'il pouvait jamais faire pour moi. Je lui ai demandé de toucher mon papa.
parce que j'étais sûre qu'il allait se réveiller et qu'il allait se mettre à danser sur son cercueil, là. C'était difficile pour lui, mais il l'a fait et du moment qu'il l'a touché, j'ai commencé à petit à m'habituer à l'image et à pouvoir ensuite me lever. Et là, j'ai pu lui caresser les cheveux. Après, notre ami des pompes funèbres m'avait dit caresse-le pas trop derrière la tête. Parce qu'évidemment, ils avaient ouvert sa tête, donc il y avait toute une partie de sa tête derrière qui manquait. Moi, j'avais demandé à Philippe, donc le croque-mort, de m'informer de ça. J'avais besoin de réduire au maximum l'inconnu. Puis à partir de là, j'ai allongé tout le haut de mon corps sur mon papa, et là, c'était plus possible de le quitter. Donc après, il a fallu partir. Mais on sait que quand on part, bah, c'est fini. On ne sentira plus jamais le grain de sa peau, la grandeur de ses doigts, de ses mains dans la mienne. Tout ça, on sait que tout ça, c'est fini, quoi. Et on sait qu'on doit le lâcher pour la dernière fois de toute sa vie. Au-delà de sa mort et de tout ce qu'on a dû faire pour son enterrement qui ne nous correspondait pas, de ce qu'on a entendu, de tout ça, ça a été des traumatismes sur des traumatismes, en fait, vraiment. On navigue à travers le choc encore entre organiser l'enterrement, sauf on savait qu'il y aurait beaucoup de gens, mais là en fait on a des gens, par exemple mon papy de cœur qui m'appelle et qui me dit on ferme toutes les agences de l'assurance où il travaillait et tout le monde vient. Et là je me rappelle lui avoir dit non mais on fait pas un festival, on va les mettre où ces gens? Et c'est ça, on se voyait pas faire ça à l'église. Et de toute façon, à l'église, il y aurait pas eu ça, il y aurait pas eu de place. Et ça ressemblait pas à mon père, ça ressemblait pas à nous. On nous a prêté la buvette du foot pour mettre suffisamment de gens. Une connaissance qui fait de la musique et qui a dit, bah moi, je m'occupe d'apporter toutes les sonos pour mettre dehors, pour que ceux qui arriveront pas à rentrer puissent écouter, et puis tout ça. Enfin, les gens nous ont aidés là-dedans, quoi. Voilà, on s'est retrouvés à faire en fait l'enterrement de mon papa dans la buvette du foot. Et en même temps, ça faisait complètement sens. Et voilà, on lui a rendu un très bel hommage. Mais en même temps, en tout cas, moi, je voulais voir personne, en fait, parce que ces gens, s'ils étaient là, c'est parce que mon père, il était vraiment mort. Donc, du coup, je leur en voulais d'être là. Je voyais le regard des gens qui étaient désespérés et j'avais envie de leur dire, mais si vous êtes désespérés, alors moi, je suis quoi? Je suis restée vraiment juste en lien avec mon papa à ce moment-là. Et après l'enterrement, ben, en fait, il y a la verrée. Et c'est quelque chose que j'ai jamais compris et qui a été profondément faux pour moi. Je comprenais pas comment on pouvait se retrouver autour d'un verre de vin et autour de bouffe, qu'alors mon monde venait de mourir, que je savais pas si j'allais vivre, que je savais pas comment on allait vivre et que je voyais tous ces gens qui avaient séché leurs larmes et qui buvaient un verre et qui mangeaient des chocolats, mais c'était tellement incongru pour moi, c'était tellement pour moi, c'était impoli en fait. Et je me suis retrouvée seule dans mes raisonnements qui sont, qui sont pas les mêmes, qui sont pas mieux, qui sont pas moins bien, qui sont juste différents, mais très différents. Je me suis aussi pris de plein fouet cette conscience que plus jamais personne sur cette planète allait pouvoir comprendre comment je percevais et vivais le monde. Et puis le premier mois passe, et puis le deuxième mois, et j'ai pris 4 semaines d'arrêt à mon travail, et j'y suis retournée après. Donc, à ce moment-là, je travaillais avec des personnes en situation de handicap physique, mental et psychique. Ma chef a été adorable, elle m'a dit tu prends le temps qu'il te faut. Sauf que je viens d'une famille où on s'arrête pas de travailler. Si t'es malade, tu vas travailler. Si t'es blessé, tu vas travailler. Tu serres les fesses et tu vas travailler. Et je suis déjà la seule à avoir pris un mois, quoi. Et puis j'ai fait ce que beaucoup me recommandaient de faire. Et cette première fois au travail, je suis arrivée au travail, j'ai vu mes résidents qui, évidemment, n'ont aucun filtre. Je pense que j'ai fait 10 minutes. J'ai été m'enfermer dans le bureau à double tour. J'ai explosé. Ça a été de nouveau un choc, en fait. En fait, ce retour au travail, c'était un retour à une vie normale, qu'alors il n'y avait rien de normal dans ma vie. Mais strictement rien.
et revenir à des horaires, à aller travailler, à remplir des objectifs, à s'occuper des résidents, c'était pas possible. Et là, de nouveau, j'ai fait une énorme crise d'angoisse et puis ça a été traumatisant encore une fois, quoi. Et j'aurais dû m'écouter et j'aurais pas dû retourner tout de suite et j'aurais dû prendre le temps qu'il me fallait. Alors évidemment que tout le monde allait très mal, hein. Ma mère allait très très mal, moi j'étais en dépression profonde aussi, ma sœur allait très très mal à sa manière aussi, et mon frère aussi, qui avait 17 ans à ce moment-là, et puis qui avait une relation assez conflictuelle avec mon papa. Donc lui, il est resté sur une note qui est lourde, quoi. Je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti, dans le sens où j'ai une vision et des besoins qui sont totalement à l'opposé de ceux de ma mère et de ma sœur. Et je me dis en y repensant que ces différences sont tellement grandes que ça aurait pu exploser. Et ça a explosé plusieurs fois, mais on a quand même toujours réussi à discuter. Alors il y a des fois ça explose et puis après on parle et puis ça va mieux. Et puis oui, il y a beaucoup de fois où on se rejoint pas en fait. Je trouve que pour ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi et la manière dont on fonctionne, c'est à peu près un miracle et beaucoup de travail en même temps pour qu'on arrive à rester encore unis depuis l'enfance. Donc, j'ai des perceptions qui sont particulières. Je vois des choses, je sens des choses. Le monde de l'invisible a toujours été très présent. À l'adolescence, ça s'est encore un peu amplifié de différentes manières, mais en même temps, c'était un peu étouffé parce que c'est quelque chose dont on parlait pas, parce que c'est dans les films, parce que ça n'existe pas, parce que t'es folle. Donc, j'ai appris, en fait, je pense comme beaucoup de personnes, à un peu taire tout ça. Et au décès de mon papa, ça a explosé. Ça a explosé de la manière où il était à côté de moi. Donc je le voyais. Il y a des fois où je le voyais vraiment comme je vois n'importe qui. Et il y a des fois où je le ressentais, mais c'était en continu. Je pouvais communiquer avec lui, il me communiquait des choses, je lui parlais énormément tout le temps. Et puis, il y a des moments où j'arrivais à le toucher, où je sentais en fait, je sentais son corps, quoi. Et puis, tous les 2 mois, tous les 26, il venait dans mes rêves où je faisais un rêve à la con, comme tout le monde. Et puis, tout d'un coup, ça commençait toujours comme ça, je voyais ses pieds. Et là, je ne peux pas vous décrire la sensation, mais une sensation de bonheur, de joie. Et là, je relevais la tête. J'avais pendant un petit temps, je pouvais toucher mon papa, et je ressentais, vraiment, il me prenait contre lui, je sentais sa chaleur, etc. Et là, je me réveillais le matin. Et alors là, c'était plus compliqué, ouais. Parce qu'alors là, on se réveille, on émerge, et tout d'un coup, on se rend compte que non, 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 ça a vraiment existé, ça existe vraiment, et là, c'est de nouveau un cataclysme, quoi. Sur le moment, moi, j'avais pas cette impression, mais maintenant, en y repensant et en discutant aussi avec mon mari, oui, j'étais en dépression profonde, j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais plus que l'ombre de moi-même, mais j'avais mon papa à côté, je m'étais dit, ok, bien sûr que ça me convient pas qu'il soit mort, etc. Mais finalement, si on reste comme ça peut le faire. Peut-être je peux survivre. Donc voilà, j'ai traversé ça un peu comme ça, avec des hauts, des bas, très compliqués, où moi j'ai aussi beaucoup... où il y a l'entourage, hein, il y a un gros tri qui se fait, il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui sont pas là. Il y a des moments aussi où je me suis sentie très seule parce que beaucoup de gens s'inquiétaient pour ma maman, à raison. Mais des fois, je me disais, et nous, les enfants, en fait, ben oui, ma maman, elle a perdu l'homme de sa vie, elle a perdu son monde, en fait, elle a perdu sa moitié, c'est le seul homme qu'elle a jamais connu. Et ça, c'est une réalité que ma maman, c'est atroce et encore aujourd'hui. Puis il y a nous, quoi. Il y a nous qui avons perdu notre père, on n'aura jamais d'autre papa. Et ça, c'est dur, ouais. Ce qui m'a habité aussi, c'est la chance que j'ai eue de me marier et d'avoir mon papa qui m'a accompagnée à l'hôtel, qui a vécu tout ça, qui a connu mon premier enfant. Et je pense souvent à mon frère et à ma sœur qui n'ont pas eu cette chance-là, ouais. Qui, eux, n'auront jamais leur papa pour les accompagner le jour de leur mariage si un jour ils se marient. Ils n'auront jamais la chance d'avoir un papa qui connaîtra leurs enfants. Et ça me fait mal, ouais. Ça me fait mal. Avant le décès de mon papa, ça faisait déjà 1 ou 2 mois qu'on essayait d'avoir notre deuxième enfant. Et avec mon mari, on avait discuté, puis on s'était dit que finalement, cette petite âme, elle s'incarnera quand ce sera le juste moment pour elle, et puis qu'on laissait aller. On a décidé de ne pas mettre en pause, en stand-by, et qu'on laissait aller, et que quoi qu'il se passe, ce serait le bon moment. Même si ça arrivait dans un moment qui était difficile. Au mois de
octobre, je découvre que je suis enceinte. Donc, on est très heureux et en même temps, ça intervient dans un moment de notre couple aussi où ça va pas très bien. Je lui en veux de pas comprendre, je lui en veux aussi un bout de pas souffrir. Alors, il souffrait, hein, mais de pas souffrir autant que je souffre. Il y a plein de choses qui se mélangent, mais on est heureux de cette arrivée. Mais dès le départ, vraiment, les premiers jours, je dis à mon mari, il y a quelque chose qui joue pas. C'est une lutte permanente, en fait, de se dire que ça va aller. Et je me raisonne et je me dis, ben oui, 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 c'est moi qui ai peur, c'est moi qui m'angoisse. Je vis dans la joie de cette arrivée et en même temps dans le désespoir le plus complet parce que je ne peux pas accueillir cet enfant qu'alors mon père n'est plus là. Je ne peux pas mettre au monde un enfant que mon papa ne connaîtra pas. C'est pas possible. Et en même temps, je peux pas me réjouir de cet enfant et être dévastée du départ de mon papa. C'est quelque chose qui est compliqué à gérer et en même temps, j'en parle beaucoup à mon papa aussi, qui est toujours là finalement à mes côtés d'une manière, d'une autre, que je ressens et que je sens très fort. On émerge un peu là-dedans, chacun fait un peu son chemin et moi, aux 5 mois et demi de grossesse, 9 mois après le décès de mon papa, j'apprends que le fils que je porte ne va pas pouvoir vivre. Donc je dois accoucher par voie basse, donc je vis un accouchement comme n'importe quel autre accouchement, si ce n'est que c'est celui où je vais donner la vie et la mort le même jour. Mon fils Noé naît, il reste vivant environ 1 heure contre ma poitrine avant de mourir. Et puis après, j'ai dû aussi gérer le deuil de mon fils, de Noé, par-dessus celui de mon papa. Arrivé une année du décès de mon papa, 1 année moins 3 semaines, je dormais. C'était 3 heures du matin et tout d'un coup, je me réveille en sursaut et je vois mon papa en face de mon lit, ce qui n'est pas très surprenant pour moi. Et là, je sens, je sens le mauvais truc qui va arriver et il me dit, si je peux dire ça comme ça avec des mots, que voilà, il est resté près de nous cette année-là, mais que maintenant, lui, il va continuer son chemin. Et là, il me redit qu'il faut que je me fasse confiance, que je fasse confiance à mes ressentis. En fait, il vient me dire au revoir. Et là, de nouveau, c'est la panique dans ma tête parce que si j'avais réussi plus ou moins à survivre jusque-là, c'était grâce à cette présence très forte de mon papa à mon côté. Mais si là, maintenant, il s'en va, qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Et je sais que je vais pas pouvoir le retenir. Et je sais aussi qu'il sera toujours là parce que mon papa, il tient toujours ses promesses. Toujours, toujours. Mais je sais qu'il m'échappe. Ou 1 an et demi, à peu près, si je resitue dans le temps, du décès de mon papa. Là, j'ai beaucoup cheminé sur le sens, en fait. L'autopsie, elle a duré 7 mois. Ils n'ont jamais vraiment pu déterminer ce qui s'était passé pour mon papa. Il n'y a rien qui fait vraiment sens. Mais peu importe, pour moi, c'était pas très important. Disons, l'aspect médical me parle pas. J'avais besoin de comprendre pourquoi mon papa était parti à ce moment-là. Et en même temps, je savais que c'était juste. Il a toujours dit aussi qu'il mourrait jeune. Alors en même temps, c'était pas trop une surprise pour nous parce qu'il était tellement hypochondriaque qu'on se disait évidemment que quand t'as peur de tout, tu peux que croire que tu vas mourir jeune. Mais en fait, en y réfléchissant et en me repassant en boucle tous ces moments, je crois que mon papa, il savait. Je suis même sûre en fait qu'il savait. C'était pas conscient ou en tout cas pas totalement, mais je crois qu'il savait. Et c'est un homme qui a vécu en 48 ans, qui a vécu 3 vies. Il vivait d'une telle intensité et un tel rythme que en fait, même si ça me fait mal et que ça me met en colère de le dire, je crois que ça fait sens. Oui. Je crois que ça fait sens quand on vit une vie pareille, au rythme auquel il l'a vécu et à l'intensité à laquelle il l'a vécu. C'est pas possible de vivre une vie jusqu'à 80, 90, 100 ans. C'est pas possible. Et après, ça me faisait beaucoup aussi réfléchir sur ce sentiment d'angoisse profonde de perdre mon père que j'ai eu depuis très jeune aussi. C'est comme si c'est venu, évidemment, quand il est mort, c'est venu éclater ça en moi en me disant, voilà, je savais et j'ai rien pu faire. Ça a été très particulier et très dur aussi pour moi à gérer dans mon deuil. Donc j'ai fait tout ce que j'ai cheminé moi à travers mes ressentis, mes perceptions, mes raisonnements, mes souvenirs. Et j'ai été voir aussi une dame qui est par la suite devenue une amie, qui travaille sur en fait les mandats transgénérationnels et puis qui coupait les liens qu'on porte de génération en génération et qui nous appartiennent plus, entre autres.
Mais voilà, ce qu'elle m'a apporté à ce moment-là, c'est venu emboîter les pièces du puzzle. Et j'ai pu trouver du sens dans son départ à mon papa. Même si j'étais pas d'accord avec. Mais ça faisait sens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup... ouais, je crois que oui, qui m'a beaucoup apaisée, qui m'a beaucoup aidée. Ces deuils successifs, surtout celui de mon papa et de mon fils, m'ont donné accès à une partie de moi que je ne connaissais pas et que j'ai pu développer et que je n'aurais jamais développé s'ils n'étaient pas partis. Ce que je dis souvent, notamment aux femmes et aux hommes que j'accompagne à travers le deuil périnatal dans mon association, qui est difficile à entendre, mais je l'explique toujours après, c'est qu'en fait, leur départ, ça a été des trésors. Alors, je préférerais ne pas avoir découvert ces trésors, c'est sûr, et garder mon papa et garder mon fils. Ça, c'est certain. Mais en partant, ils m'auront laissé ces cadeaux d'ouvrir quelque chose en moi et de construire quelque chose que j'aurais jamais imaginé. J'ai découvert une force que jamais j'aurais pensé avoir. Jamais j'aurais eu le courage de tout quitter pour tout recommencer différemment. Jamais. Je sais que tout peut arriver, que tout le monde peut mourir à n'importe quel moment. Je le savais déjà avant, mais maintenant, non seulement je le sais, mais je le sens. Et ça m'a donné une urgence de vivre, en fait, et de vivre pleinement, en fait. Donc, tout ce qui me parlait qu'à moitié avant, ben, je le fais pas. Et leur décès m'a vraiment apporté ça, c'est-à-dire que, ouais, j'ai compris que j'en avais qu'une de vie, que je ne savais pas quand elle allait s'arrêter, que je ne savais pas où, que je ne savais pas quand, que je ne savais pas comment, et que en attendant, eh ben, j'allais vivre. Et j'ai eu le sentiment d'avoir commencé vraiment à pleinement vivre qu'après leur départ. Et puis, ben, je me suis formée comme accompagnante à la vie, comme doula. Et dans mon travail de doula, d'accompagnante à la naissance, et ce que j'ai découvert en accompagnement, en accompagnant mes morts, en fait, j'en suis arrivée à... Ben voilà, j'accompagne la vie, j'ai accompagné la mort plusieurs fois. Et en fait, la similitude que je retrouve, c'est au moment où la vie arrive, au moment où la vie part, je touche une espèce de pureté, d'essence. Vraiment, j'arrive à une pureté absolue. Mais cet instant-là, quand je le vis, c'est un moment qui est incroyable. Je ne peux pas le décrire. C'est juste une chance de pouvoir accompagner ces moments. Mon papa est donc décédé le 3 juin 2017. Mon fils est décédé le 20 mars 2018. Et je suis retombée enceinte le 2 juin 2018. Donc voilà, on a accueilli cette troisième petite âme au creux de mon ventre, pile une année après le décès de mon papa, comme par hasard. Merci à toi de m'avoir laissé cet espace. Ce que je retiens surtout, c'est à quel point nos morts aussi traumatiques, aussi tristes, aussi désespérées ou aussi belles et douces qu'elles soient, je trouve que c'est vraiment des magnifiques cadeaux de transformation et qu'on peut aussi cheminer pour que ce soit beau. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre de la mort. Et voilà, avec cette série dédiée au deuil des parents, nous terminons déjà la seconde saison du podcast. Si cet épisode et plus largement cette saison vous ont plu,
Prenez quelques instants pour laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi un petit mot de soutien sur Apple Podcasts. Ces actes sont nos meilleurs alliés pour développer la visibilité du podcast et lui permettre de s'inscrire dans la durée. Pour suivre toute l'actualité du podcast de la mort et du deuil, retrouvez-le sur Instagram @podcast de la mort et du deuil. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Je vous dis un grand merci à toutes et tous pour votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.